Salut les dinos. Je me disais en regardant The Lighthouse la dernière fois que on pouvait pas faire mieux. Un film avec seulement deux acteurs, c'est énorme. Et je me suis dit aussi qu'un film devait nécessairement avoir deux acteurs parce qu'il fallait bien quelqu'un pour répondre au premier. Eh bien, détrompez-vous, on peut faire un film avec un seul acteur. Et ça s'appelle The Headhunter. Alors, The Headhunter, c'est un film de Jordan Downey. Jordan Downey est un scénariste, réalisateur et acteur qui a fait un court-métrage nommé Critters Bounty Hunter en 2014 et Thanksgiving 1 et 3 qui sont des espèces de nanars rigolos avec une tête qui tue. Ouais. Et puis le mec nous sort ici en 2019 The Headhunter. Et je peux vous dire que c'est une critique à chaud. Je viens de le regarder à l'instant. Ce film est génial. Le pitch du film tient sur un timbre poste, presque tellement il est simple. C'est un gros viking, genre gros badass, grosse barbe, musclé, etc. dont la fille va se faire tuer par une créature et lui va devenir un headhunter, donc un chasseur de tête, pour le compte du château qui est tout près de là où il habite. Il y a un vieux château, on lui envoie une petite flèche avec la bestiole à tuer et lui va les buter. Évidemment, son idée c'est de se venger de la créature qui a tué sa fille. Et tout le film repose sur ça. Je vais essayer de ne pas spoiler le film parce que franchement c'est génial, donc je vais faire une section sans spoil au début et je vous préviendrai avec un petit timecode pour la section spoil parce que j'ai vraiment envie de parler de tout le film. Et il va être nécessaire de spoiler forcément pour en parler. Et donc du coup ce que je peux que vous recommander c'est de regarder la zone sans spoil pour un peu vous donner envie de le regarder parce que franchement c'est mon but. Et puis de regarder le film et de revenir pour regarder la zone spoil pour voir un peu ce que j'en pense. Donc comme je l'ai dit, c'est un film qui tient avec un acteur, plus ou moins. On a 2-3 apparitions de sa fille, ça dure jamais plus d'1 ou 2 secondes. On voit le type qui lui balance les flèches pour lui donner ses missions, on le voit de loin. Ça dure 1 ou 2 secondes, et à un moment on voit un type au-dessus d'une tour, ça dure 1 ou 2 secondes. Donc le film tient réellement sur un acteur. Vous allez croire que j'adore ça, mais c'est un film relativement lent, contemplatif, et il y a genre 5 lignes de dialogue. Forcément le mec est tout seul, les seules fois où il va parler c'est sur la tombe de sa fille. Donc nécessairement il n'y a personne pour lui répondre, donc il n'y a pas grand chose à dire à ce niveau-là. Sauf que la version française bénéficie d'un doublage génial, la voix qu'on lui a mis rend le personnage encore plus charismatique que ce qu'il n'est déjà de base quand on le voit physiquement. Ce super film est tourné dans des décors juste sublimes. En voilà un petit exemple, juste histoire de vous donner juste la hype sur des images. Il bénéficie d'une photographie de dingue. Rien que ça déjà, ça vous donne envie de regarder le film. Ces paysages sont magnifiques. Ça a dû être tourné dans un pays nordique comme la Norvège, la Suède, quelque chose comme ça, ou peut-être même en Irlande. C'est le genre de paysage qu'on peut retrouver dans des pays comme ça, un peu muscles, barbe, grosses épées, death metal. Un truc, c'est qu'il faut pas vous attendre à voir les monstres. Vous n'en verrez que la tête, c'est un chasseur de tête, et en fait tous les combats se passent hors champ, on entend une petite bête qui fait un bruit d'épée ou deux, et on voit le gars qui passe avec une tête, et il la tape sur un pic dans sa petite cabane comme ça au milieu des bois. C'est des trophées, et il a son petit coffre où il tape les pièces, boum. En fait il en a rien à foutre de la récompense au final, il s'en claque. Lui ce qu'il veut c'est buter des monstres pour arriver jusqu'à celui qui a tué sa fille. Le fait qu'on ne voit pas les monstres, je trouve ça plutôt intelligent. Comme Steven Spielberg l'avait pensé, et aussi Russell Mulcahy pour son très bon Razorback, c'est que quand on a des créatures qui ne sont pas forcément très bien faites, ou qu'on n'a pas les moyens de les montrer de trop, eh bien on peut les montrer sans les montrer. Des hors-champs, un petit bout qui passe, souvenez-vous de Jaws, ces plans où on voit l'eau et on voit juste voilà, son aileron qui passe. C'est exactement ce genre de choses auxquelles vous allez avoir droit. Il y a une petite incrustation CGI, mais elle est tellement belle, tellement bien faite que voilà, elle passe inaperçue. Et le reste, c'est du maquillage, c'est des masques, c'est des fausses têtes, etc. Et c'est très, très, très beau. Un point qui va avoir son importance dans le film, mais ça ce sera pour la zone spoilers, c'est que le type, à chaque fois qu'il part en combat, il revient blessé. C'est pas le style de viking, genre j'ai tellement d'expérience que j'arrive, bam, mon coup de hache dans ta tronche, et
j'ai gagné. Non, c'est le mec, à chaque fois il revient, il est griffé dans le visage, il a la moitié de l'épaule déchirée, et il a des grosses vasques comme ça, dans laquelle il a une espèce de boue noire dégueulasse qui passe sur ses blessures, et quand on le revoit après, il a le visage à moitié défoncé, le lendemain, bim, réparé. C'est une espèce de potion magique de viking, j'imagine, qui fait que, voilà, ça lui soigne ses blessures. C'est un film, malgré le fait qu'il ne compte qu'un seul acteur, qui est très dense. Il y a une ambiance très très forte. C'est de la dark fantasy, mêlée avec de l'horreur. C'est pas spécialement gore, même si un ou deux passages peuvent l'être. Ce sera jamais, c'est pas de la tripaille, c'est un peu de sang qui fait bleach, un squelette qu'on arrache, enfin voilà. Mais le film bénéficie de ce fait que vous allez être complètement captivé. Il n'est pas très long, déjà il dure 1h10, ce qui en fait plus ou moins plutôt un moyen métrage qu'un long métrage. Si on enlève les génériques, je veux dire, hein, avec les génériques ils passent à 1h12, 1h20, voilà, bon. Mais c'est pas ce qui compte. Mais franchement, les 40 dernières minutes, à partir d'un certain moment que je vous spoilerai après, j'ai été tellement tenu en haleine que j'ai même pas été aux toilettes. Pour vous dire, j'avais un gros besoin de pipi, j'ai pas été faire pipi. Je suis resté calé et limite, ma maison aurait été en train de brûler autour de moi, je serais pas sorti, j'aurais attendu de voir la fin tellement ça vous tient en haleine, c'est... Ouh. Je ne sais pas comment l'expliquer, c'est tellement dense, c'est tellement... Il se retrouve à un moment dans une grotte, un passage mais super étroit, et alors on vous fait des plans rapprochés sur son épaule qui frotte contre la paroi, et vous dites mais putain ce mec est massif, il passe dans un tout petit truc, il va devoir se battre avec sa torche dans une main, sa petite hachette dans l'autre, en mode mais comment je vais m'en sortir et franchement je suis très claustrophobe, c'est le genre de truc, ça me rend dingue, et ça m'a bouffé. Ça m'a vraiment mis dans l'ambiance du film, et le film a ça de magique, c'est qu'il arrive à vous prendre dans l'ambiance, à vous happer de manière spectaculaire. Donc il est évident qu'à un moment ou à un autre dans le film, le type va être confronté à une petite flèche sur laquelle est notée, plutôt dessinée la tête du monstre qui a tué sa fille. Et c'est à partir d'ici que la zone spoiler va commencer, parce que la chasse forcément va débuter aussi, il va aller buter cette créature, et on n'en est qu'à la moitié du film. Attention maman, voilà les spoilers. Donc du coup, il va partir à la chasse de cette créature, on va le voir traverser encore des paysages magnifiques, ceux dont je vous ai parlé au début de la vidéo, et forcément, il va la buter. Il y a un plan rapproché sur une grotte très sombre, on entend le monstre, bam, coup de hache, c'est fini, coup de hache, coup d'épée, on s'en fout, il bute le monstre. Le gars rentre chez lui, comme à son habitude, il balance la tête en mode bowling contre une armoire, et va aller se préparer un petit café, se manger un petit biscuit devant Netflix. Je déconne. Mais en tous les cas, il sera plus dans la maison, et on voit une fenêtre qui bouge comme ça et qui tape, avec cause des coups de vent, sur une des fameuses jarres dont je vous ai parlé plus tôt. C'est ici que ça devient intéressant. La jarre tombe et le liquide, forcément, se déverse sur la tête qui est dans un sac. Et là, on se dit, mais oui, on est à la moitié du film, et cette super potion magique qui permet au gars de se régénérer, elle tombe sur cette jolie tête. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La jolie tête va se régénérer. Logique. Et donc, du coup, on va avoir droit à une tête au bout d'une colonne vertébrale qui, comme un serpent, va forcément vouloir, elle aussi, se venger de notre bon viking. Notre brave gars s'en rend compte, et forcément, il va chasser la bestiole. La créature... en fait, ils vont se chasser l'un l'autre, quelque part. Lui chasse la bestiole, et la bestiole le chasse lui. Jusqu'au moment où, en fait, on se rend compte que ce monstre répète tout le temps un même mot. Et vous vous rendez compte que le mot que la bestiole répète, c'est le nom de la fille de Monsieur le Viking. Et que cette gentille bébête va aller se raccrocher sur le squelette de la gamine. Et donc on a droit à cette scène un peu dégueu. Et c'est là que c'est très bien que ce soit des beaux... que ce soit pas de la 3D, que ce soit des maquillages animatroniques, en tous les cas de marionnettes. On voit cette marionnette à quatre pattes qui trempe de manière complètement bizarre et dégueulasse. Et qui va se relever pour se barrer.
Donc notre brave viking le poursuit et c'est là qu'on arrive au moment dans cette grotte où il se retrouve complètement compressé à l'étroit et on se dit mais comment est-ce qu'il va pouvoir buter la bestiole, c'est juste pas possible. Et là en fait le truc lui tombe dessus et il arrache littéralement la colonne vertébrale de la bestiole du corps de sa gamine en disant pardonne-moi. Et oh pardon pour ce petit rototo, c'est un rototo de café, merci le rototo de café. Et donc, on va se retrouver avec une scène où la tête attaque le mec avec la petite colonne vertébrale qui flippe-flappe dans tous les sens. Et le gars, voilà, il bute la bestiole. C'est gagné, il sort de la caverne. Et le film n'est toujours pas fini. Il vous reste un petit quart d'heure. Et les choses... c'est ça qui fait que ce film est génial. Franchement, vous allez comprendre. Le gars ramène forcément la tête dans un sac, sa gamine, enfin le corps de sa gamine, le squelette, sous l'autre bras et va déposer la tête et le corps, ramener une grosse hache et flaf, il explose la tête, on voit vraiment une grosse giclée de sang qui sort du sac, un simple sac en toile de jute, et va aller réenterrer sa fille, puis va reprendre le cours normal de sa vie. Et on se rend compte à ce moment-là que tout le film était très sombre, très noir, ça se passe souvent pendant la nuit ou en tous les cas dans un décor brumeux comme ça. Et au moment, voilà, il a sauvé le corps de sa fille, il a tué le monstre, il a battu son némésis, et bien on voit des fleurs, c'est plus lumineux, c'est plus beau, donc on sent que voilà, il y a ce poids qui est parti, il est libéré de tout ce fardeau qui s'était imposé à lui-même. Et alors il va aller prendre une flèche qu'il va déposer en fait au début du film sur la tombe de sa fille, et il explique que cette pointe de flèche permet aux âmes d'être envoyées au ciel. En gros, tu tires la flèche, bim, et l'âme de la personne est censée être, voilà, envoyée. Et le truc, c'est qu'il va tirer donc cette flèche à la fin, c'est une façon à lui aussi, il est libéré de ce poids, sa fille peut reposer en paix, et voilà, elle peut monter au ciel, le film est censé être fini. Sauf que, non. Le mec retourne à ses activités, on l'entend couper du bois, puis on l'entend... Et toujours, on voit cette fenêtre qui tapote, et forcément, c'est bien fait, hein. La fenêtre se referme et on voit quelque chose qui passe derrière. La caméra tourne et il y a la porte qui s'ouvre et on voit les pieds du viking qui rentrent. Et on se dit, ça va, c'est peut-être encore la bestiole qui s'est réveillée, il l'a chopé, Et on voit le viking de dos qui tape une tête sur un des pics comme il a l'habitude de le faire. Le mec se déplace et qu'est-ce qu'il y a sur le pic? Ouais. Pas le monstre. Voilà. C'est la tête du mec. Donc le gars en a pris plein la gueule. Il a souffert pendant sans doute des années. Il doit se battre 2 fois contre le monstre qui a buté sa fille. Et le monstre gagne. Ouais. C'est un film d'horreur, de dark fantasy et c'est un putain de drame. Oh putain de drame. Et je peux vous dire que, bon, forcément on s'y attend dès le moment où on voit la fenêtre qui est fermée, qu'on voit pas le type passer, que c'est plus lui, mais quand vous voyez la tronche sur le pic, ça vous fait quand même un... Oh, diantre. Oui, parce que j'ai déjà usé mon quota de putain, donc... Et là, vous vous dites, ok, ce film est très très fort. Mais le film ne s'arrête toujours pas là, il reste 2 minutes, et on voit le truc prendre... Parce que forcément, il s'est implanté sur le corps du viking, comme il avait fait avec le macabé de la fille, et... il chope une des vasques de produits magiques qui permet de ressusciter les bestioles, et il se part avec. Donc là, vous vous dites, il faut pas une suite. Vous en voudriez une pour savoir ce qu'il va faire avec, forcément, il va aller ressusciter plein de monstres qui ont été tués par le viking, enfin, il va forcément faire quelque chose d'horrible, c'est un monstre quand on y pense, mais... Waouh! Et le film se termine sur ça, avec une musique, et vous dites, ok. Et vous restez assis dans votre fauteuil à vous dire, voilà, c'est une petite heure 10 de ma vie, je ne l'ai pas perdu, c'était bluffant. Et ce film a ça de très fort, c'est qu'il est bluffant. Un acteur, 1h10 de film, un monstre, donc on va dire un acteur et demi finalement, parce que le monstre, il n'y a pas grand chose à en voir. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on n'en voit pas énormément, donc du coup, ça rend le truc super cool. Et c'est bluffant. Du coup, je vais arrêter là, et je vais vous faire une petite conclusion, comme ça ceux qui ont sauté la zone spoil,
peuvent voir quand même quelque chose, parce que si je conclue dans la zone spoil, il n'y aura pas de timecode. Donc... Coupé. Donc voilà, allez jeter un œil sur The Headhunter. Ce film bénéficie d'une super photographie, un scénario simple mais efficace, une ambiance de dingue, des paysages incroyables, des maquillages magnifiques. Honnêtement, je trouve pas quelque chose de négatif à dire sur ce film. Peut-être qu'il était un brin trop court, mais même pas finalement, parce que il dure 1h10 et c'est suffisant. Tout est raconté sur 1h10, la fin est géniale. C'est trop bien. Sa cabane est sublime, on se prend au jeu, voilà. Allez jeter un œil sur ce film, ne serait-ce que pour vous faire une idée. Maintenant, voilà, encore une fois, il faut aimer les films un peu comme... même pas encore comme The Lighthouse, les pauses, le fait qu'il n'y ait pas de dialogue, etc. C'est juste dû au fait que le mec est seul. Mais ça rend pas le film chiant. C'est ça qui est magique dans ce film. C'est que... il y a des films blindés de dialogue, comme les films de Tarantino, où vous allez vous faire chier pendant 2 heures parce que vous aimez pas les films qui blablatent et où il se passe rien. Là, il se passe des choses, vous les voyez pas, ça parle pas, et c'est pas chiant. C'est complètement dingue. Et je suis pas en train de dire que les films de Tarantino sont mauvais, j'adore les films de Tarantino, je les ai tous vus, je les ai tous, et j'ai été les voir tous au cinéma, enfin du moins tous ceux que j'ai pu, parce que j'étais trop jeune pour certains. Et voilà, bon... Mais non, franchement, allez jeter un œil sur The Headhunter. Voilà, c'est une petite critique à chaud, j'avais pas prévu de la faire au départ, et je regrette pas de l'avoir faite. Je sais que ESC va le sortir dans pas très longtemps, c'est le mois prochain d'ailleurs si je dis pas de bêtises, en Blu-ray, et il va trôner fièrement dans ma collection. Je vais le revoir et je voudrais voir les bonus aussi, pour en apprendre un peu plus sur tout ce qu'il y a eu derrière le film. Du coup, ça me tente assez bien d'aller jeter un œil sur les autres films de son réalisateur. Surtout, un petit court-métrage sur les Critters, ça reste une de mes séries de films de bestioles préférées. Voilà, c'est un espèce de sous-Gremlins, mais je les trouve géniaux. Surtout que dans le 3, c'est le premier film de Leonardo DiCaprio, et ça, ça vaut de l'or. Et, une date qui tue les gens, enfin, merde, à un moment... voilà, quoi. On est ce qu'on est, je suis un fan de nanar. Donc, une dad. Voilà. Et elle tue. Ça fait tellement envie. Ça fait tellement envie. Ça fait tellement envie. Ça fait tellement envie.